parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À chaud, le film qui débute cette année 2020 et Countdown. Il est réalisé et scénarisé par Justin Deck. Il est sorti le 13 novembre 2019 au cinéma et je l'ai vu au cinéma et en version française. Comme on commence cette année 2020, je vous souhaite tous une très bonne année, une très bonne année. Et merci beaucoup de me suivre avec autant d'assiduité, c'est très motivant. On va arriver avec plein de nouvelles idées cette année. J'en profite tout de suite avant de commencer sur le film par vous dire qu'on va changer un petit peu de rythme avec ce mois de janvier. J'ai fait beaucoup de podcasts pendant le mois de décembre, je voulais être un peu généreux, un peu la jouer ambiance de fête, vous voyez le genre, quoi. Générosité et calendrier de l'avent, tout le bordel. Et j'en ai fait beaucoup, donc je vais en faire un peu moins en janvier, histoire de vous préparer d'autres vidéos avec de l'image, avec des nouveaux concepts qui devraient arriver au courant de l'année. J'espère que ça vous plaira et que ça permettra bien sûr qu'on échange un peu plus sur les films qu'on fait déjà. Mais d'ores et déjà, merci beaucoup, ça me motive à mort et j'arrive avec plein de nouvelles idées. Je voulais juste vous parler de ce changement de rythme. On va tout de suite enchaîner avec un petit film. C'est pas forcément un grand film dont j'avais envie de parler pour commencer l'année, mais vu que je l'avais vu, je trouvais que ça méritait qu'on en parle. Allons tout de suite parler de Countdown. Donc Countdown est le deuxième long métrage de Justin Deck, qui a une filmographie que je n'ai pas vue, à part que j'ai noté qu'il avait fait Boats, qui est pour Pixar, c'est-à-dire après Cars, c'est-à-dire les voitures, après Planes, les avions, lui il a fait Boats, qui n'est pas un long métrage, qui est un court métrage autour des bateaux. Donc je l'ai pas vu, mais je trouve ça assez drôle, et en général les gens qui travaillent avec Pixar sont assez talentueux. J'ai beaucoup de respect pour l'industrie Pixar qui a permis à beaucoup de gens très talentueux de taffer, Brad Bird et d'autres. En général c'est bon signe quand on a sur son CV du Pixar. Est-ce que ça veut dire que Countdown est un chef-d'œuvre absolu? Le pitch, on va schtroumpfer. Calmez-vous tous, posez vos flingues. Quinn est une jeune infirmière appréciée à son travail, qui fuit sa famille, son père, mais surtout sa petite sœur, depuis le décès de leur mère. Demain, elle est supposée aller avec eux sur la tombe de sa génitrice. Mais au travail, des collègues lui présentent une application amusante. Elle s'appelle Countdown. Son principe est de prédire l'instant de notre mort prochaine. Quinn décide, malgré une légère inquiétude, d'installer l'application et découvre qu'il ne lui resterait soi-disant que 3 jours à vivre. D'abord incrédule, on découvre bien vite dans l'hôpital le cadavre d'un jeune patient. Or, celui-ci avait dit à Quinn que l'application lui avait prédit qu'il allait mourir le jour même. Commence alors pour Quinn une course contre la mort. Dans le principe, Countdown est un petit film d'horreur de cinéma vraiment classique, avec une forme vraiment classique. Tout est je vais juste vous donner la suite des événements et du montage, vous allez voir, c'est vraiment random film d'horreur. Donc ça commence par un meurtre qui met en scène, bien sûr, le monstre, l'entité ou la chose qui menace tout le monde, le générique, ensuite présentation des personnages et de leur enjeu très rapidement, en 1 ou 2 séquences grand max. Ensuite, il y a la fameuse transgression, le moment où le personnage principal va faire ce qu'il ne devait pas faire pour être maudit. Ensuite, on a les premières apparitions de la menace de l'entité ou de quoi que ce soit, du monstre ou du tueur, ce que vous voulez. Il y a une première phase de fuite face à l'entité puisqu'on ne sait pas ce que c'est, peur, ainsi de suite, et tout le bordel. Ensuite, une fois qu'on s'est calmé et qu'on a survécu parce qu'on est quand même le personnage principal, on recherche des informations, on rencontre éventuellement des sidekicks et des gens qui vont nous accompagner ou être des oppositions, mais grosso modo, ça va être le personnage principal contre la fameuse entité. La menace finit par tuer quelqu'un, X ou Y. Ensuite, une autorité nous dit comment combattre la fameuse entité, le monstre, le tueur ou autre, qu'est-ce qu'il pourrait l'avoir. La première tentative, selon les règles de cette entité, échoue, et le personnage réalise alors qu'il doit faire quelque chose sur lui-même, franchir le cap sur un truc qui lui est très important pour savoir comment combattre l'entité. On a le climax du film, que ce soit good ou bad ending, et ainsi de suite, et ensuite la conclusion. Et bien ça, c'est exactement la construction de Countdown. C'est tous les films d'horreur classiques qui sortent tous les mois, auxquels on a droit régulièrement, notamment depuis que la fameuse boîte Blumhouse est devenue spécialiste du film d'horreur de cinéma international. C'est eux qui en produisent le plus, tout simplement. Sur ce principe, une fois qu'on a admis que c'est vraiment un film d'horreur classique qui réinvente pas le genre, il faut être clair et net, le film est plutôt sympa à défaut d'être solide, et je vais vous expliquer comment.
Grosso modo, l'idée de base est assez maligne et plutôt bien assumée. L'idée d'avoir une application qui est sur le téléphone qui prédit votre mort, au départ c'est assez drôle, et évidemment, on a le droit à tous les effets efficaces du genre qui permettent tout doucement de faire monter la sensation de la malédiction, c'est-à-dire évidemment au départ elle y croit pas, ensuite elle se rend compte que un patient qu'elle avait déjà rencontré lui avait dit qu'il allait mourir, donc forcément, que l'application lui avait prédit, donc elle commence à avoir peur, elle cherche des infos, elle se rend compte qu'il y a plusieurs gens qui ont disparu. Du coup, évidemment, elle commence vraiment à flipper beaucoup, elle a des visions, machin, c'est exactement le montage que je vous ai dit avant, hein. Elle a des visions et tout, elle essaie de désinstaller l'application, évidemment c'est impossible, etc., etc. Donc on comprend petit à petit que le surnaturel prend le pas et devient réellement une menace. Et là, pour le coup, je trouve le film assez sympathique, parce que le personnage essaie vraiment de se débattre contre la fatalité de cette application. Elle va voir un magasin de téléphone, et tout ça, je ne veux pas vous spoiler, mais vous comprenez l'idée. C'est plutôt bien monté, c'est plutôt efficace, à défaut d'être génial, mais ça fonctionne bien, on sent vraiment que l'application devient réellement une menace lancinante, notamment parce qu'elle a une sorte de petite sonnerie dont j'ai oublié la nature, mais qui a tendance à remettre entre guillemets le personnage principal dans la tension, et ça c'est plutôt bien fait. C'est pas extraordinaire, hein, encore une fois, je suis pas en train de vous parler d'un film qui est génial, mais globalement, le principe de base du film, c'est-à-dire une application qui tue, est vraiment respecté jusqu'à ce que le personnage trouve une manière de combattre éventuellement le monstre, l'entité ou ce que vous voulez, et trouve donc des manières de sortir, de faire grosso modo évoluer la menace de manière beaucoup plus concrète jusqu'au climax du film. Et ça, je trouve, ça fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai pu voir dernièrement, des films d'horreur, qui avaient du mal à assumer leur principe du début à la fin. Là, c'est le cas, c'est bien assumé. Et ça fait plaisir parce que l'idée était simple, mais elle demandait d'être assumée avec, assez de structure. En parallèle de ça, le casting fait le taf. C'est pas, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. On n'est pas face à des acteurs qui méritent un Oscar, mais dans l'idée, c'est plutôt efficace. Je trouve que Justin Deck a fait plutôt un bon choix de casting global. J'ai trouvé notamment l'actrice principale, j'ai oublié son nom. J'ai trouvé l'actrice principale, Elizabeth Lale, est correcte. Je pense que j'ai dû la voir dans d'autres séries ou autres. Elle fait bien le taf. Jordan Calloway, qui devient vite grosso modo le sidekick du film, est plutôt cool. Je trouve que eux deux, ils sont crédibles. Ils jouent vraiment à 100% leur rôle, et je trouve que ça sert bien le film. On a quelques petits guests qui font sympathique. Il y a Peter Facinelli notamment, qui joue le rôle d'un docteur assez dégueulasse, une sorte de gros pervers narcissique. Et Peter Facinelli, vous le connaissez surtout sous le nom du Papa Cullen. Et oui, pour tous les fans de Vilict, bien sûr. Et bref, il est bien dans le rôle, franchement, encore une fois, il fonctionne bien. Un rôle d'abord en docteur séduisant, sympathique, qui évidemment a a une grosse bite derrière la tête. Oui, voilà, excusez-moi, je l'ai dit. Et en parallèle de ça, il y avait un petit rôle qui m'avait fait bien délirer, c'est le fameux vendeur de téléphone, qui est joué par un acteur qui s'appelle Tom Segura, et qui est bien décalé, qui est bien sympathique comme personnage aussi. Le film a une vraie qualité. Quand je disais que Justin Deck a fait un petit épisode pour Pixar, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ouais, effectivement, il a une vraie capacité à écrire des personnages principaux corrects, mais les personnages secondaires que les personnages rencontrent pour le coup, fonctionnent vraiment bien. Et là, en l'occurrence, le vendeur de téléphone c'est pas hilarant, mais ça rafraîchit le film, on va dire, quoi. Et ça s'ajoute encore à un autre personnage qui a été bien vu, c'est le coup du prêtre. Vous savez, dans les films d'horreur, je spoil rien, en général, pour savoir l'entité ou le démon ou le monstre qui vous suit, il faut aller voir quelqu'un qui est lié au sacré, au spirituel, ainsi de suite. Bon, voilà, en l'occurrence, dans le film, ils nous ont fait le coup du prêtre, mais il se trouve que ils ont choisi un prêtre qui, en fait, est un geek un geek des démons et des choses comme ça. Le mec est un gros fan. Du coup, quand eux ils arrivent il y a cette séquence assez drôle et assez décalée, où quand ils arrivent chez lui pour lui demander des renseignements, le mec il est là, c'est pas vrai, vous êtes vraiment suivi par une entité? Ah, c'est génial. Et il est assez décalé comme ça, je trouve que ça marche assez bien. En plus, l'acteur est assez drôle, c'est P.J. Byrne. Je sais plus maintenant dans quoi je l'avais vu, malheureusement. C'est un mec que j'aime bien, il a une manière de jouer, une tronche, on peut pas l'oublier, c'est un petit gars avec des lunettes. Et le film l'utilise bien, c'est-à-dire que c'est pas forcément extraordinaire, encore une fois, Countdown est loin d'être un chef-d'œuvre, mais sur des éléments, entre guillemets, obligés de films de peur,
qui arrive tout le temps, c'est-à-dire la fameuse, comme je disais, la fameuse autorité qui va vous expliquer, qui va à un moment donné va expliquer au personnage ce qui lui arrive et ce qu'il peut éventuellement faire. En général, c'est assez cliché, c'est le coup du prêtre hyper sérieux qui est là, oui, c'est grave ce que vous avez, machin, blablabla, on l'appelle le Chupacabras. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc, là, ils ont choisi un mec qui est fan de ça. Du coup, ça décale bien le truc. Et limite, il a du mal à prendre la situation au sérieux quelque part, on sait pas trop où ils ont mis les pieds. C'est tout bête, hein, mais c'est le genre de petite pointe d'originalité qui fait que je vais me souvenir de Countdown plutôt que beaucoup de films d'horreur génériques que j'ai pu voir jusqu'à présent. Oui, pour la petite parenthèse, P.J. Byrne avait un super rôle, notamment dans le Loup de Wall Street. Il jouait un des fameux hommes de Jordan Belfort. Il était très très bon. C'est un petit gars avec des lunettes un peu rondouillard comme ça. Vraiment, pour le coup, une petite originalité, mais qui fait plaisir. En parallèle de ça, je pourrais dire que les films se déroulent plutôt bien. Le monstre est pas très intéressant visuellement, mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt, puisque une fois que la menace de l'application a fonctionné, je trouve qu'on n'a plus besoin de spécialement le voir. Petite parenthèse sur la scène d'introduction qui est efficace. Voilà, vous savez, c'est la scène d'introduction dans ce genre de film, c'est en général un personnage random qui va se faire buter par la fameuse entité. Le film le fait, bon, c'est frontal, mais c'est plutôt bien fait. Ça fait une montée en tension correcte. Et visiblement, il y a beaucoup de films que j'ai pu voir dernièrement qui n'arrivaient pas à le faire. Hashtag, comment ça s'appelle encore, Black Christmas. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, c'est bien fait, pas de problème avec ça. Je vais tout de suite aller vers la fin du film. Moi, je vous avais dit que je ferais pas long sur ce film-là. J'ai pas non plus envie de vous faire croire que c'est un chef-d'œuvre absolu, qui mériterait qu'on en parle 3 heures. Il y a juste un point qui est un peu décevant, comme je le disais dans le pitch, l'histoire tourne autour donc de cette fameuse infirmière et donc de sa famille. On le comprend très très vite qu'un des enjeux, ça va être le rapport à sa sœur. Et la fin est quelque part un peu avortée, fait un peu une pirouette. Là où à mon avis, si elle avait été jusqu'au boutiste, le film aurait gagné en qualité. Je vais pas spoiler pourquoi, mais c'est un peu dommage, et comme le film était plutôt pas mal jusque-là, c'est un peu décevant. Je fais tout de suite une parenthèse dans la parenthèse, il est très probable que la production Blumhouse ait pas laissé Justin Deck faire tout ce qu'il voulait. Il a pu faire un film correct, il a eu un petit budget, je crois que c'est un film qui avait 1,5 million de dollars de budget, c'est un petit budget, mais c'est tout à fait sympathique aux États-Unis pour faire un petit film de genre comme ça, avec dans lequel la menace n'est pas un monstre en CGI, mais bien un téléphone, donc c'est pas si compliqué, entre guillemets en termes de budget, mais ils l'ont plutôt, ça se sent qu'ils l'ont laissé travailler, donc à mon avis, sur la fin, ils ont peut-être légèrement tordu le truc, parce que l'histoire est un peu construite de manière à ce que quelque chose arrive, et à la fin, quand ça n'arrive pas, ça fait bizarre, il y a comme une sorte de décalage. Autre point de la fin que je trouve un peu lourdingue, c'est le coup de la suite, c'est-à-dire, bon, je vous spoile pas, hein, c'est le fameux coup de, évidemment, l'application n'est pas détruite, blablabla. C'est un peu évident, on le sent venir, et surtout, c'est très forcé, c'est-à-dire que c'est un peu, je fais juste une parenthèse là sur on a vu, j'ai vu pas mal de films d'horreur ces dernières années, et il y en a vraiment, c'est vraiment devenu un tic de vouloir nous faire une suite à un film d'horreur, et on sent vraiment qu'il y a un côté, voilà, il y a une suite, préparez-vous, ça va venir. Mais déjà, faites un film qui marque les esprits pour qu'on ait envie de voir la suite, quoi. Je sais, on avait vu un film pas mal du tout, honnêtement, sur son développement, ça s'appelait comment encore? C'était Escape Game, mais c'était pas mal. Mais la fin était absurde, on avait une fin de 10 minutes où on nous disait « Ah, en fait, il y a une suite, ça va être encore pire ». Alors qu'en fait, le film n'était pas un chef-d'œuvre, mais il était sympathique, mais on n'était pas forcément en demande d'une suite. Si des producteurs écoutent évidemment ce podcast, qui est évident, hein, faudrait se calmer là-dessus, les gars. Hein, arrêtez de vendre des suites avant que le film soit bon. J'ai l'impression de dire une lapalissade, mais voilà quoi. Et là, effectivement, Countdown fait un petit peu le coup. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une suite serait pas marrante? J'ai jamais dit ça. C'est juste, faites le film en entier, faites votre histoire, et si les gens aiment ça, vous ferez une suite. De toute façon, il y a 10 000 pirouettes qu'on peut faire pour qu'une suite soit sympa. J'avais vu notamment des news passer autour du film It Follows, que j'ai trouvé vachement bien. Tiens, faudrait que je vous fasse un podcast sur celui-là, vache, It Follows, très intéressant. Je spoilerai aussi parce qu'il y a vraiment le sous-texte du film est passionnant. It Follows, c'est tout con, hein, c'est l'histoire d'une personne qui se retrouve suivie par une entité qui, quoi qu'il arrive, vous suit. Et je vous en dis pas plus parce que le film joue à fond avec ça, c'est bien glauque, bien angoissant. Bref, et j'avais vu passer un It Follows 2 en mode ouais, ils essayaient de voir si les gens avaient envie de voir. Alors effectivement, c'est monté. Il y avait vraiment une prod qui était prête à le produire, tout ça avec de gros budgets. Et en fait, l'auteur-réalisateur a dit non. Il a dit moi, je veux pas faire une suite, c'était pas fait pour être comme ça et j'en ferai pas.
Je trouve ça plutôt couillu, parce que le film avait très bien marché, à mon avis, il aurait pu faire une suite tranquille. Mais je le comprends aussi, quand on signe en général avec une grosse production pour faire une suite, en général on signe pour une suite, puis pour 2 ou 3 si ça marche encore bien, et là évidemment on va commencer à rentrer dans les saucisses, saucettes et tout le bordel, hein, c'est-à-dire les films qui se désagrègent de film en film. Donc voilà, si on aime un tant soit peu son œuvre, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir le truc se désagréger au fur et à mesure des films, surtout que It Follows est encore une fois très très intéressant. Je compare pas du tout avec Countdown, hein. S'il y a Countdown 12 qui sort, bah, je sais pas, s'ils arrivent à renouveler le délire, pourquoi pas. Je suis pas contre. Mais ne forcez pas à la fin, faites juste des films en entier, et puis si c'est sympa, on ira voir les suites de toute façon. Et oui, j'arrive déjà à la conclusion, c'est court pour cette rentrée, mais je vais revenir plus chaud les semaines prochaines, ne vous inquiétez pas. Donc, conclusion. Countdown est un film sympa, bon petit film d'horreur du samedi soir, à voir entre potes, avec ses petits moments de flip corrects, rien d'extraordinaire mais correct, une histoire qui est plutôt complète mais qui s'avorte un petit peu sur la fin mais c'est pas trop dérangeant, quelques petites originalités dans le genre qui font que tout simplement ça vaut le coup de le regarder plutôt que de regarder la répétition la 120e fois du film d'horreur du samedi soir qui ressemble au film d'horreur de la semaine dernière, du soir d'avant et qu'on oublie très très vite. Je pense qu'il y a assez d'éléments dans Countdown pour qu'on puisse s'en souvenir un petit peu. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non, mais un bon petit film d'horreur sympa pour commencer votre année 2020, c'est cool, non? Ouais, je sais, c'est gratuit, je suis comme ça, je suis généreux. Enfin bref, je m'arrête là, merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagram et Facebooker, la totale évidemment, commentez, likez, partagez, mettez la cloche, enfin, vous connaissez tout le délire. Mais c'est surtout vos commentaires qui m'intéressent. C'est le genre de film qui divise facilement, donc je suis quasiment sûr que certains d'entre vous n'ont pas aimé du tout. N'hésitez pas à me dire pourquoi, je serais très curieux de le savoir. Merci encore pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour commencer cette belle année 2020. Encore une belle année 2020 à vous tous. C'est chaud. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao. Noël dernier, tu t'es pas abonné, et moi j'avais le cœur brisé. Non, abonnez-vous quoi, franchement.